Le président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, assure désormais les fonctions de ministre de la Défense et des anciens combattants. Le général de division Oumar Diarra, précédemment chef d'état-major général des armées, est nommé ministre délégué auprès du ministre de la Défense et des anciens combattants. Les deux décrets ont été lus cet après-midi. Les détails dans un instant. C'est parti pour un mois de travaux au Haut Conseil des collectivités. La première session ordinaire 2026 a été officiellement ouverte cet après-midi sous la présidence de Mamadou Satiki Diakité en présence de plusieurs membres du gouvernement et de responsables d'institutions. Au programme examen de projets de textes soumis pour avis et renouvellement du bureau de l'institution. Face aux attaques terroristes qui éprouvent durement le pays, les autorités appellent à une mobilisation générale. Le message est ferme, l'État tient debout, agit et reste vigilant. Lors d'une rencontre avec les acteurs du secteur privé, le ministre de l'Industrie et du Commerce a insisté sur la nécessité de renforcer la résilience et de garantir l'approvisionnement du pays en produits de première nécessité. Une invite à l'union sacrée autour de l'effort national. De plus en plus d'enfants de moins de 5 ans sont atteints de caries dentaires. Parmi les causes, la mauvaise hygiène bucco-dentaire et la consommation abusive du sucre. Comment protéger efficacement les dents des tout-petits? Des éléments de réponse dans Focus Santé avec Koumba Sissi. Merci de choisir le RTM pour vous informer. Bonsoir, bienvenue. Nous ouvrons cette édition par deux décrets présidentiels lus par le secrétaire général de la présidence, Alousseini Diawara. Décret numéro 2026-0254 PTRM du 4 mai 2026 relatif aux fonctions de ministre de la Défense et des anciens combattants. Le président de la transition, chef de l'État, vu la Constitution, vu la charte de la transition révisée, décrète. Article 1er. Le président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, assure les fonctions de ministre de la Défense et des anciens combattants. Article 2. Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel. Bamako, le 4 mai 2026, le président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. Décret numéro 2026-0255 PTRM du 4 mai 2026 portant modification du décret 2026-0062 PTRM du 12 février 2026 portant nomination des membres du gouvernement. Le président de la transition, chef de l'État, vu la Constitution, vu la charte de la transition révisée, vu le décret 2024-0657 PTRM du 21 novembre 2024 portant nomination du Premier ministre, vu le décret 2026-062 PTRM du 12 février 2026 portant nomination des membres du gouvernement après consultation du Premier ministre, décrète. Article 1er. Les dispositions du décret 2026-0062 PTRM du 12 février 2026 portant nomination des membres du gouvernement sont abrogées en ce qui concerne le général de corps d'armée Sadio Kamara, ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants. Article 2. Le général de division Oumar Diarra est nommé membre du gouvernement en qualité de ministre délégué auprès du ministre de la Défense et des anciens combattants. Article 3. Le ministre délégué auprès du ministre de la Défense et des anciens combattants, en termes de préséance, vient immédiatement après les ministres d'État. Article 4. Un décret du président de la transition fixe les attributions spécifiques du ministre délégué auprès du ministre de la Défense et des anciens combattants. Article 5. Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel.
Le président de la transition, chef de l'État, signé général d'armée Assimi Goïta. Le premier ministre, général de division Abdoulaye Maïga. Voilà, comme annoncé, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, assure désormais lui-même les fonctions de ministre de la Défense et des anciens combattants. Une décision stratégique qui intervient dans un contexte marqué par d'importants défis sécuritaires. Pour l'accompagner dans cette mission, le général de division Oumar Diarra fait son entrée au gouvernement en qualité de ministre délégué auprès du ministre de la Défense et des anciens combattants. Un tandem militaire appelé à impulser une nouvelle dynamique à la tête de l'appareil de défense, nous dit dans ce reportage signé Garibou Pelou. À la tête de la transition, le président Goïta endosse la responsabilité du chef de guerre d'une nation en alerte. Général d'armée et président de la transition, il centralise désormais le commandement stratégique en acceptant également les fonctions de ministre de la Défense et des anciens combattants. Une centralisation du pouvoir qui traduit une volonté claire, frapper fort, agir vite et reprendre l'initiative dans un environnement sécuritaire implacable. Face à la complexité du théâtre sahélien, il ne combat pas seul. À ses côtés, le général de division Oumar Diarra apparaît comme un pilier solide. Chef d'état-major général des armées depuis septembre 2020, il apporte une connaissance fine du terrain et des rouages militaires. Formé dans les grandes écoles militaires du Mali, notamment au Prytanée militaire de Kati et à l'école militaire interarmes de Koulikoro, il a enrichi son parcours à l'international de la Chine aux États-Unis en passant par des formations d'élite en stratégie, en commandement et en opérations spéciales. Officier d'infanterie aguerri, le général Diarra a multiplié les responsabilités tant sur le terrain qu'au sein des états-majors. Son passage au quartier général de la mission hybride des Nations Unies et de l'Union africaine au Darfour témoigne de son engagement dans les opérations internationales de maintien de la paix. Promu général de division en janvier 2022, il incarne une génération d'officiers façonnés par les défis contemporains du Sahel. Son parcours est jalonné de distinctions fascinantes, récompensant un engagement constant au service de la nation et de la sécurité régionale. Au-delà du militaire, le général Diarra est aussi un penseur stratégique. Ses travaux académiques sur l'insécurité au Sahel et la coopération régionale, publiés dans de grandes institutions militaires américaines, traduisant une réflexion approfondie sur les enjeux sécuritaires qui traversent l'Afrique. Nommé ministre délégué auprès du ministre de la Défense, il occupe une place protocolaire de premier plan juste après les ministres d'État. Mais au-delà du rang, c'est bien son expérience du commandement, son sens de l'engagement et sa vision stratégique qui font de lui un acteur clé du dispositif actuel. Ensemble, le président Goïta et le général Diarra portent l'ambition d'une armée renforcée, moderne et résolument tournée vers la défense nationale. Une alliance de leadership et d'expertise qui pourrait bien redéfinir les équilibres et insuffler une nouvelle énergie à la gouvernance sécuritaire. Une gouvernance qui va certainement combler les vides laissés par le général Camara. Et à Koulouba, ce premier lundi du 5e mois de l'année, aux environs de 7h30, traditionnelle cérémonie de montée des couleurs. En présence du général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État, président de la transition, entouré de ses plus proches collaborateurs à la montée des couleurs, les regards et les attitudes traduisaient une détermination manifeste ainsi qu'un engagement renouvelé en faveur des Mali résilients, résolument tournés face aux défis du moment. La symbolique de cette cérémonie s'inscrit dans une dynamique de mobilisation citoyenne. Instaurée à l'initiative du président Assimi Goïta, la montée des couleurs organisée chaque premier lundi du mois vise à raviver le sentiment de citoyenneté et à consolider les valeurs patriotiques au sein de la nation. C'était à Koulouba ce matin.
Traditionnelle cérémonie de montée des couleurs chaque premier lundi du mois. En présence du général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État, président de la transition, entouré de ses plus proches collaborateurs. National à la primature également. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a présidé ce lundi 4 mai 2026 la traditionnelle montée mensuelle des couleurs nationales. Autour du général de division Abdoulaye Maïga, les membres du cabinet de la primature, les responsables des services relevant de la primature, le personnel, les forces de sécurité et les pionniers. Tout ce beau monde a entonné l'hymne national. À travers cette cérémonie, il s'agit de cultiver l'esprit de patriotisme et d'équipe chez les citoyens conformément à la vision du président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. Ce matin à la primature. Et nous restons avec les institutions. Ouverture cet après-midi des travaux de la première session ordinaire 2026 du Haut Conseil des collectivités. D'une durée d'environ un mois, cette session permettra aux conseillers nationaux de plancher sur des projets de texte à eux soumis par le gouvernement pour avis et procéder au renouvellement du bureau de l'institution. La cérémonie était présidée par le président Mamadou Satiki Diakité en présence des membres du gouvernement et des présidents d'autres institutions de la République. Le point avec Soumaïla Berté. La session inaugurale de l'année en cours au niveau du Haut Conseil des collectivités est l'occasion pour le président de l'institution de passer en revue l'actualité et les grands sujets de la nation. Et nul doute que les attaques en série intervenues il y a une dizaine de jours dans plusieurs localités du Mali, dont Bamako et Kati, occupent le haut du pavé de son allocution. Pour le président Mamadou Satiki Diakité, le Rubicon a été franchi le 25 avril dernier avec la disparition de feu le général d'armée Sadio Kamara, ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants. En ces instants de douleur collective, notre première pensée va aux victimes et à leurs familles. Je m'incline devant la mémoire de nos compatriotes civils et militaires tombés sous les coups de la barbarie. C'est avec une grande peine que je salue la mémoire et rends un vibrant hommage à notre regretté ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, le général d'armée Sadio Kamara. Cet officier valeureux a servi le Mali avec loyauté, courage et dignité, avec un sens élevé du devoir, à un moment où notre pays est engagé dans une lutte acharnée contre le terrorisme. Le président du Haut Conseil des collectivités a salué la décision patriotique des centrales syndicales du Mali qui ont annulé leurs manifestations et fait de la journée du 1er mai, fête des travailleurs, un moment de recueillement à l'endroit de toutes les victimes de la barbarie. En ces temps si difficiles, impossible d'en être autrement pour le premier responsable des collectivités du Mali de ne pas reconnaître la résilience des populations laborieuses à la base. Leur patriotisme et leur sérénité, qui sont la marque d'un peuple déterminé et fier, forcent notre respect. Aux opérateurs économiques et chauffeurs qui risquent leur vie pour assurer l'approvisionnement de notre pays en produits de première nécessité, nous exprimons notre profonde gratitude. Pour lui, tout le mérite revient au chef de l'État qui fait de l'équité son cheval de bataille dans la rétribution des ressources du pays. Nous saluons la volonté constante de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État,
qui se bat pour que les immenses ressources naturelles de notre pays profitent effectivement aux populations maliennes. C'est dans ces soucis de justice et d'équité qu'il a procédé au mois de mars dernier au partage d'une manne de plus de 18 milliards de francs CFA des ressources du Fonds minier de développement local aux collectivités territoriales du Mali. Cette volonté du chef de l'État traduit également la mise en œuvre résolue d'une orientation majeure issue des assises nationales de la réformation, à savoir transformer les richesses de notre sous-sol en progrès économique et social tangible pour nos communautés. Le président du Haut Conseil des collectivités se réjouit de la mise en place de la Confédération AES qui est lancée à grande vitesse selon ses propos avant de noter les avancées remarquables déjà enregistrées par l'organisation. Au lendemain de la Journée mondiale de la liberté de la presse du 3 mai, Mamadou Satigi Diakité a fustigé la cabale médiatique étrangère menée contre le Mali pour installer la psychose au sein de la population. Enfin, il a fait observer une minute de silence à la mémoire de toutes les victimes civiles et militaires des récentes attaques. Toujours avec nos institutions, assurer une gestion rigoureuse des deniers publics et lutter efficacement contre l'impunité financière, c'est tout l'enjeu de l'atelier qui s'est ouvert ce matin à Bamako. Les membres de la section des comptes de la Cour suprême se réunissent pour une session de formation intensive sur l'instruction des dossiers en matière de discipline financière et budgétaire. Un rendez-vous stratégique soutenu par le PNUD, le Danemark et les Pays-Bas visant à doter les magistrats des outils nécessaires pour sanctionner les fautes de gestion. Le reportage d'Aloussine Touré. Dans un contexte de forte demande de redevabilité, la Cour suprême du Mali muscle son dispositif de contrôle. Cet atelier de formation n'est pas qu'une simple séance de travail. Il s'agit d'une étape cruciale pour rendre opérationnelle la fonction juridictionnelle de la section des comptes tel que prévu par la loi organique de 2016. Pendant 5 jours, les participants vont se pencher sur les méthodes d'analyse des fautes de gestion et la maîtrise des procédures d'instruction. Pour le secrétaire général de la Cour suprême représentant le président par intérim de l'institution, l'instruction est le socle de la crédibilité de la justice financière. La discipline financière et budgétaire constitue un pilier essentiel de la bonne gouvernance publique. Elle garantit une gestion rigoureuse, transparente et responsable des deniers publics. À ce titre, l'instruction des dossiers en la matière revêt une importance capitale car elle conditionne la qualité des décisions rendues et partant la crédibilité des institutions de contrôle. Dans un contexte marqué par des exigences accrues en matière de redevabilité et de transparence, il apparaît indispensable de doter les acteurs concernés des outils juridiques, techniques et méthodologiques nécessaires pour mener à bien leur mission. Au-delà de la technique juridique, cette formation vise à restaurer la confiance du citoyen envers l'État, un sentiment partagé par la hiérarchie de la section des comptes qui voit en ce renforcement des capacités un levier majeur de la lutte contre la corruption. L'objet de l'atelier aujourd'hui, c'est comment renforcer les compétences, les capacités des conseillers, des présidents de chambre, des greffiers de la section des comptes pour l'instruction de ces dossiers. Le dossier d'instruction est le support même du jugement, puisque la formation du jugement statue sur le contenu du rapport d'instruction. Si ce rapport d'instruction est mal ficelé, est mal rédigé, il va de soi que la formation du jugement ne pourra pas rendre un bon jugement. L'atelier, qui bénéficie de l'appui du projet de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite, se poursuit avec des études de cas pratiques, une étape nécessaire pour que la section des comptes joue pleinement son rôle de gardienne des finances de la nation.
Dans un communiqué déposé à notre rédaction, le directeur général des impôts porte à la connaissance du public en général et des contribuables relevant du régime réel d'imposition en particulier que la date limite de dépôt de la déclaration d'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et d'impôt sur les sociétés accompagnée des états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2025 fixé au 30 avril 2026 est reporté au vendredi 8 mai 2026 à 17h30. Le directeur général des impôts invite les contribuables concernés à observer strictement ce nouveau délai. Manifestation de solidarité gouvernementale suite aux événements du 25 avril 2026. Le ministre de la Santé et du Développement social a remis cet après-midi à son collègue de l'administration territoriale et de la décentralisation un appui destiné aux victimes des récents événements. L'appui est composé de 30 tonnes de riz et 20 millions de francs CFA. C'était en présence du commissaire à la sécurité alimentaire. Reportage Youssouf Djakiti. Les autorités de la transition suivent de très près l'évolution de la situation des attaques du 25 avril 2026. C'est dans cette mouvance que le ministère de la Santé et du Développement social remet un don destiné aux victimes des attaques terroristes du 25 avril. L'objectif, c'est de manifester la solidarité gouvernementale à l'endroit de ces victimes. Notre nation a été endeuillée, mais elle demeure résiliente, unie et forte, comme d'habitude à toutes les épreuves. Et c'est le lieu pour moi de remercier et féliciter toutes les personnes physiques ou morales qui ont d'une manière ou d'une autre contribué à la gestion de cet événement. J'adresse une mention spéciale à nos forces de défense et de sécurité qui ont su contrer de façon rigoureuse, professionnelle et spontanée cette menace. Faire notre solidarité aux différentes victimes et familles à travers cette donation de 20 millions de francs CFA et de 30 tonnes de céréales afin de soutenir les gouverneurs des régions affectées dans l'accompagnement de leurs familles. Le don est reçu par le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation qui se chargera du dispatching au niveau des gouverneurs de région. Le ministère de la Santé et le commissaire à la sécurité alimentaire ont bien voulu faire un geste à l'endroit des familles de toutes les victimes, que ce soit ceux qui ont perdu la vie ou ceux qui sont blessés. Cet élan de solidarité, comme je l'ai dit, ne nous surprend guère parce que c'est malien. C'est malien et on est au cœur de l'action de la santé depuis la matinée du 25 avril, quand il y a eu les attaques. Tous les hôpitaux, toutes les structures de santé ont travaillé sans relâche pour qu'on puisse avoir les résultats que nous avons vus aujourd'hui. À la suite, vous avez vu les différentes autorités rendre visite aux blessés. Donc vraiment, les structures hospitalières sont à féliciter. La cérémonie a enregistré la présence de nombreuses personnalités étatiques, dont le commissaire à la sécurité alimentaire, un grand soutien du ministère de la Santé dans ce contexte. Victime d'attaques terroristes, notre pays traverse de moments douloureux qui nécessitent une union sacrée de l'ensemble des composantes autour des autorités. Le message du gouvernement est clair et sans ambiguïté. L'État est debout, l'État agit et l'État veille. Tels sont les propos que le ministre de l'Industrie et du Commerce a tenu à porter à l'endroit de l'ensemble des composantes du secteur privé à travers une rencontre d'échange. Le dit message du gouvernement se veut comme une invite des acteurs du secteur privé à rester mobilisés et résilients à accompagner l'effort national en assurant l'approvisionnement correct du pays en produits de première nécessité. Le point de la rencontre d'échange avec Aridj Matina. Les acteurs du secteur privé ont répondu massivement à l'appel du ministre de l'Industrie et du Commerce lors de la présente rencontre. Le ministre Diallo, porteur de message du gouvernement, a tenu à rassurer les composants du secteur privé que l'État est debout, l'État agit et l'État veille. C'est là malgré les événements douloureux que notre pays vient de connaître. Au nom du président national chef de l'État, le gendarme Assimi Goïta, nous avons rencontré l'ensemble des composantes du secteur privé pour échanger sur les événements survenus dans notre pays
tôt le samedi 25 avril 2026. Les échanges avec le secteur privé ce matin avaient pour objet d'évaluer notre capacité à absorber et à nous adapter au choc, premièrement. Et deuxièmement, notre capacité à nous réorganiser pour assurer la continuité des activités. Et troisièmement, notre capacité à anticiper sur les actions futures de façon à stabiliser notre outil de production, de façon à garantir donc l'approvisionnement correct des différents marchés en produits de denrées de première nécessité. Les dispositifs de sécurité sont renforcés. Les forces de défense et de sécurité continueront à poursuivre leur mission et le même sentiment de détermination et d'engagement doit impérativement animer l'ensemble des acteurs du secteur privé à accompagner l'effort national à travers l'approvisionnement régulier du pays en produits de première nécessité. Nous avons mis l'accent sur 2 ou 3 paramètres essentiels. Le premier paramètre, c'est toutes les questions liées à l'anticipation que nous devrons avoir pour organiser la logistique de façon à assurer la libre circulation des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire national. Motiver l'ensemble des collaborateurs pour ne pas être atteint par le découragement, la psychose. Le gouvernement a pris toutes les dispositions pour assurer la sécurité des biens et des personnes de façon à assurer la continuité de l'exploitation des activités afin de continuer à assurer à notre pays un développement économique durable et inclusif. Je voudrais vraiment profiter de l'occasion pour présenter à l'ensemble des composantes du secteur privé leur compréhension, leur engagement et leur détermination à accompagner et à soutenir le gouvernement dans ces moments difficiles, leur transmettre les salutations et les remerciements du président de la transition chef d'État, le général d'armée Assimi Goïta, pour leur écoute et pour leur contribution. Se félicitant de ces cadres d'échange avec le gouvernement à travers leur département de tutelle, les composantes du secteur privé, unis et engagés, ont rassuré le gouvernement de leur constante disponibilité à poursuivre avec enthousiasme leur mission, celle d'approvisionner correctement le pays. Et en ces temps qui courent, les élèves et personnels d'encadrement doivent travailler dans la quiétude totale et faire fi des fausses alertes et informations qui sèment la panique. C'est pour les rassurer du soutien du département que le ministre de l'Éducation nationale, accompagné par son collègue de l'enseignement supérieur et des membres des cabinets respectifs, s'est rendu au groupe scolaire de Kalabankoura. Compte rendu Fademba Keita. Le calme et la sérénité sont revenus après le ratissage et la riposte sanglante menée avec professionnalisme par les forces armées de sécurité. Donc nous devons faire fi des informations erronées, éviter les amalgames, les manipulations, se méfier des messages et alertes postés sur les réseaux sociaux. Ce sont entre autres directives à respecter pour que les études se poursuivent dans la quiétude dans les établissements scolaires. La prise de contact avec les élèves et personnels du groupe scolaire de Kalabankoura de l'Académie d'enseignement Rive Droite s'inscrit dans ce cadre. Le ministre de l'Éducation nationale et son collègue de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique rassurent. Ne partagez jamais les informations dont vous n'êtes pas sûr. Les intoxications, les fausses informations circulent. Vous êtes les premières cibles, sans doute les cibles les plus fragiles. Donc il est bon que nous nous apportions le langage de la fermeté. Nous avons décidé de venir rassurer les acteurs de l'école malienne, les acteurs de l'université, que certes le pays a été durement attaqué, mais le Mali reste debout, solidement debout, et est prêt à faire face à l'adversité, à ses ennemis, qui emploient tous les moyens pour déstabiliser notre pays. L'État veille sur les enfants. Des engagements et dispositions sont pris. Ces actes nous réconfortent à renchérir la directrice de l'Académie d'enseignement Rive Droite. Comme appuyé de vous depuis la semaine dernière, ça vient nous appuyer dans notre initiative. Sinon, il y a eu une accalmie. Seul chez nous était dehors le jeudi. Et des initiatives ont été entreprises. On nous a promis que si nous retournons aujourd'hui en classe. La tournée de sensibilisation pour la tenue dans la quiétude des cours se poursuivra dans d'autres académies et centres d'animation pédagogique du pays.
Au lendemain des attaques terroristes du 25 avril 2026, le Mali s'organise et appelle à la cohésion et à l'unité. Ainsi, à Kita et à Bandiagara, les populations restent mobilisées face aux menaces et aux fausses informations liées à la situation sécuritaire. Aux menaces terroristes, les autorités régionales invitent chacun à la vigilance et à l'unité. Mamadi Alioubari et Agibou Koulibaly. Dans un même élan, les forces vives de Kita ont eu une pensée pieuse pour les victimes civiles et militaires disparues ces derniers jours à Kati, Bamako et dans certaines localités du pays. Si la disparition du ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants Sadio Kamara a bouleversé les citoyens, le gouverneur de la région de Kita a tenu à mobiliser les leaders de la société civile pour contrer les fausses informations et accompagner l'armée dans sa mission régalienne. Inviter la population, je dirais, à suivre les canaux d'information de notre État. Car c'est par ces canaux que nous avons des informations sûres et fiables. Et inviter aussi la population d'éviter de diffuser, de propager les informations qui font peur. On ne cédera pas à une panique. On soutient nos forces de défense et de sécurité. L'ennemi sera vaincu sur notre terre. Merci à la vigilance de nos autorités. La vigilance commence d'abord dans nos familles. Tout comportement suspect doit être signalé aux forces compétentes. Aidons nos autorités à surmonter toutes les crises. Dans des échanges francs et directs, les leaders des couches socio-professionnelles de Kita réaffirment leur soutien aux autorités et expriment leur solidarité aux plus hautes instances dans la marche vers un Mali libéré des groupes terroristes. Faisons tout pour éviter l'amalgame. Des numéros verts existent à saisir dans l'anonymat. Ainsi, on sauve les innocents, on ne se rend pas justice et on demeure utile pour la nation. Nous, les communautés, nous sommes des repères pour apaiser, rassembler et orienter. Et les plus hautes autorités font tout pour nous rappeler ces missions pour la cohésion sociale. Et nous soutenons ainsi l'effort national. Consécutivement aux derniers événements qui se sont passés dans notre pays, il me semble très important d'appeler toute la population malienne à la vigilance, à rester calme, à ne pas céder à la panique, à ne pas propager les rumeurs, surtout à veiller sur la cohésion séculaire qui a toujours caractérisé nos différentes sociétés. Quel que soit l'événement, qu'il soit social, politique, économique qui arrive, et qui puisse être assez grave pour notre survie, il ne doit pas effacer les valeurs sociétales qui nous ont toujours caractérisées et qui nous ont permis de garder une société stable. À l'issue de la rencontre, le mot d'ordre reste unique. La défense de la patrie ne se négocie pas et Kita reste debout dans la lutte contre les groupes armés terroristes. Dans un contexte marqué par l'émotion et la gravité, les autorités régionales de Bandiagara s'alignent sur les orientations nationales pour contenir les effets psychologiques et sociaux de la crise. Notre pays traverse une épreuve douloureuse suite à des attaques terroristes du 25 avril 2026 qui ont endeuillé la nation et coûté la vie à plusieurs de nos compatriotes civils et militaires, dont le général d'armée Sadio Kamara. Dans ces circonstances, votre rôle est fondamental. Vous êtes un repère de nos communautés. Votre parole apaise, rassemble et oriente. C'est pourquoi la plus haute autorité compte sur vous pour contribuer à préserver le calme, à renforcer la cohésion sociale et soutenir l'effort national. Nous servirons de vecteurs directeurs, sinon des relais auprès de nos communautés, de toutes nos communautés sans exception, pour vraiment passer ces messages de quartier en quartier, sinon de village en village, au cours de nos rencontres, afin que cette population résiliente puisse encore comprendre davantage que des efforts sont en train de se faire. Les autorités régionales rappellent que l'État demeure pleinement engagé avec des forces de défense mobilisées et des dispositifs sécuritaires renforcés. Nous vous invitons à porter auprès des populations les messages suivants. Restez calme et vigilant. Ne pas céder à la panique. Ne pas relayer les rumeurs. Signaler tout comportement suspect aux autorités compétentes.
préserver la cohésion entre les communautés, soutenir moralement nos forces de défense et de sécurité, prier pour les victimes, les blessés, les familles endeuillées et pour la paix au Mali. À travers ces différentes interventions, un même fil conducteur se dessine à Bandiangara, la nécessité de faire bloc face à l'adversité. Et sur un tout autre plan, à présent, Hajj 2026, ils sont au total 133 délégués à assister à cette année les pèlerins pour le bon accomplissement du 5e pilier de l'islam. Avant leur départ, le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes les a rencontrés. Tchemoro Konaté a suivi la rencontre. L'assistance des pèlerins conformément aux préceptes établis. Le message est transmis par le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes aux 133 délégués mobilisés cette année pour la circonstance. Dr Mamadou Kone, dans une adresse d'environ 1 heure, a décliné sur un ton de fermeté les orientations du département en la matière. Le message, c'est être toujours soudé lors du pèlerinage, c'est faire respecter et respecter les pèlerins, c'est respecter entre eux. L'organisation du pèlerinage est fastidieuse. C'est pourquoi vous avez bien vu que le président de la transition, chaque fois, il rentre en première ligne pour bien faire marcher les choses, quels que soient les problèmes que nous avions. Ainsi, le ministre Kone respecte une tradition, celle qui consiste à bien encadrer le processus du Hajj. Il y va du bon accomplissement de ces 5e piliers de l'islam par les fidèles, mais aussi de la sauvegarde de l'image du pays. Nous assistons aux pèlerins et leur aider à faire leur pèlerinage comme il fallait. Et sur le plan restauration, hébergement, transport et puis encore pour que ces gens-là puissent faire leur culte comme il fallait. On y va à une mission nationale, une mission de l'État et on se doit vraiment d'avoir des instructions mais aussi des mises en garde. On a bien reçu le message et je pense que la mission est déjà bien partie parce qu'on a la confiance non seulement de nos autorités et aussi la confiance du peuple malien. De quoi rassurer le ministre qui a conclu son adresse en formulant des bénédictions pour l'ensemble des pèlerins mais aussi pour le Mali tout entier. Aux 1008 logements à Bamako, l'eau n'est plus un luxe. Longtemps confrontées à une pénurie chronique, les populations voient leur quotidien transformé grâce aux œuvres sociales du président de la transition. Avec la réalisation de nouveaux châteaux d'eau, c'est toute une communauté qui retrouve espoir et mieux-être. Notre reporter Bokari Koulibaly a suivi l'inauguration des infrastructures hydrauliques ce matin. Suivons son reportage. Situé dans le 6e arrondissement de Bamako, le quartier des 1008 logements a longtemps vécu au rythme de la pénurie d'eau potable. Ici, accéder aux précieux liquides relevait d'un véritable parcours du combattant, entre nuits d'attente, fatigue et résignation. Il fallait se lever la nuit à minuit pour avoir de l'eau et déjà à 2 heures du matin, on n'avait plus d'eau. Toute la journée, on n'avait pas d'eau. On était fatigués. Aujourd'hui, ce calvaire appartient au passé. Des châteaux d'eau flambant neufs viennent changer le quotidien des habitants. L'eau coule désormais à flot et redonnant vie à tout un quartier. Une réalisation portée par l'équipe en charge des œuvres sociales du président de la transition. Nous, on est fiers de Assimi Goïta d'avoir pris cette initiative et nous, on est plus que heureux d'avoir la chance d'avoir 2 forages équipés de 2 châteaux de 5000 litres chacun, soit 10 000 litres par jour, avec des panneaux solaires. Ça veut dire 24 heures sur 24. Au-delà de cela, nous avons reçu aussi 5 cuves de 1000 litres chacun, donc 5000 litres. C'est comme si les 1008 logements seulement ont 15 000 litres d'eau par jour. Nous, on peut dire que c'est le jackpot du siècle. Le problème d'eau potable aux 1008 logements était crucial et le président a eu écho de ça et a voulu apporter sa solidarité, son aide et son patriotisme aux populations. Que ceux qui ont les moyens puissent imiter le président de la transition dans la solidarité pour pouvoir aider les Maliens. Le président de la transition fera tout son possible pour aplanir tous les problèmes que les Maliens vivent. Le conseiller spécial repart rassurer des lieux avec cet engagement fort des populations, celui de préserver cet acquis précieux et d'en assurer l'entretien régulier. Un nouveau départ pour les 1008 logements, désormais tournés vers un quotidien plus digne et apaisé.
Au Niger, voyons le lancement d'une caravane de mobilisation citoyenne par la plateforme des femmes de l'AES, ainsi que des campagnes de sensibilisation dans plusieurs quartiers de Niamey. Compte rendu, Mariama Ibrahim Sabi et Aboubakar Soulé. La plateforme unique des femmes de la Confédération AES Niger continue à s'activer dans le cadre de la caravane de sensibilisation générale décrétée par le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdrahman Chani. Pour cette 4e étape, c'est l'arrondissement communal Niamey 2 qui a accueilli la délégation conduite par Madame Bayar Mariam Gamache, coordinatrice nationale de la plateforme. C'est donc en ce sens que Mme Biba Amadou, dite Goudou, coordinatrice communale de Niamey 2, a, à l'entame de la cérémonie, souhaité la chaleureuse bienvenue aux hôtes avant de réaffirmer l'engagement de sa coordination communale dans cette démarche de mobilisation générale sur tous les plans. S'en est suivi l'intervention de l'administrateur délégué de l'arrondissement communal Niamey 2 qui est largement revenu sur les objectifs visés à travers le décret de la mobilisation générale par les plus hautes autorités du pays avant de rappeler aux structures féminines et celles des jeunes la responsabilité qui est la leur dans l'accomplissement de cette mobilisation. Cette mobilisation générale suppose que tout citoyen, partout où il se trouve, en tout lieu et à tout moment, et quel que soit son degré de responsabilité, doit rester apte à défendre vaillamment la nation, celle que nous avons de très chère. Au Niger, partout, dans nos hameaux, dans nos quartiers, dans toutes les contrées, les peuples nigériens ont emboîté leur pas. Ils ont épousé ce contexte de mobilisation. Il faut rappeler que ce n'est que le début du commencement. La coordinatrice nationale de la plateforme unique de la Confédération AES Niger a quant à elle de prime abord condamné avec la dernière énergie les attaques barbares perpétrées récemment au Mali dans le but de déstabiliser ce peuple frère et ses dirigeants en particulier et les pays membres de l'AES en général. Et au Faso, la tradition a été respectée ce lundi 4 mai au ministère de la Justice. Le personnel et les premiers responsables se sont réunis au tribunal de commerce de Ouagadougou où ils ont procédé à la montée des couleurs nationales. Une occasion pour le ministre de rappeler à l'assistance les priorités du département pour ce mois et ceux à venir. Les détails avec Adama Gouti et Moumini Wangar. Le temps d'une matinée, le tribunal de commerce de Ouagadougou se mue en lieu de convergence de tout un département, celui de la justice. C'est ici que personnel et responsables se donnent rendez-vous pour entonner d'une seule voix le ditanier. Un instant solennel pour renouveler leur attachement au fanion national et au-delà, à tous les symboles de la nation. Ce rituel qui se perpétue chaque premier lundi du mois se tient aujourd'hui sur fond de bilan d'activités écoulées, notamment les journées d'engagement patriotique et le conseil d'administration du secteur ministériel. Il est ressorti en tout cas une performance croissante depuis 2023. C'est le résultat de l'engagement de chacune et chacun de vous. Également, un événement très marquant a été la visite du camarade président du Faso au centre pénitentiaire agricole de Bakoro. Cette visite, tout en nous encourageant à aller de l'avant, est un signe que tout ce que nous faisons est suivi de près par les plus hautes autorités. En même temps, ça nous met la pression à atteindre les résultats. Au premier trimestre, les performances du ministère affichent un léger recul de 3 points par rapport à 2025. Pour relever ce défi, Idaso Rodrigue Bayala appelle ses collaborateurs à redoubler d'efforts. Une mobilisation des hommes, alors que le ministère mène une opération de recouvrement des créances de l'État, dont celles issues des condamnations judiciaires. C'est plus de 300 millions recouvrés dans les 8 jours qui ont été donnés. Ce n'est pas beaucoup. Nous allons passer à une autre vitesse.
Ce n'est pas pour faire peur, mais généralement nous terminons ce que nous avons commencé. Le message du garde des Sceaux est sans équivoque lors de cette montée des couleurs. Les 107 milliards de francs CFA dus à l'État représentent une manne financière importante pour relever les défis actuels. Aux débiteurs, le ministre prévient, la seule liberté qui vaille, c'est de s'acquitter de sa dette. Ici au Mali, le président du conseil régional de la société civile de Kidal condamne les attaques perpétrées contre la ville de Kidal et d'autres localités de notre pays le 25 avril dernier. Selon lui, Kidal reste malienne. Il appelle à l'union de tous les Maliens et à soutenir les autorités de la transition. Nous écoutons Sidi Mohamed Al-Mokhtar, président du conseil régional de la société civile de Kidal, au micro de l'ORTM. Nous condamnons avec la plus grande fermeté les attaques terroristes menées par les Génim et les Fela contre la ville de Kidal et plusieurs autres villes du Mali. Nous rendons hommage aux victimes civiles et militaires, aux femmes, enfants et personnes âgées fauchées par la barbarie. Nous saluons nos soldats tombés pour la défense de la patrie et nous nous inclinons devant la mémoire du général Sadio Kamara, ministre de la Défense, assassiné lors de ces attaques. Il faut que ça soit clair, Kidal est malienne et restera malienne. Depuis novembre 2023, Kidal est revenu dans les jurons de la République grâce aux FAMA. Aucun centimètre du territoire national ne doit être laissé entre les mains de ces terroristes. Les terroristes n'ont pas de population et ne représentent pas la population de Kidal. Ils n'ont aucun projet d'avenir pour la population malienne. Ces terroristes ne défendent pas Kidal, ils la détruisent. Je lance un appel ici à la population malienne, à l'union sacrée derrière nos autorités de la transition pour faire barrage à ces attaques terroristes. Et nous retirons également notre soutien total aux autorités de la transition, à leur tête le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Une journée dédiée à la responsabilité sociale des entreprises, une initiative de B2Gold FECOLA mise à profit pour présenter les contributions de la société minière dans la promotion du contenu local et du Made in Mali. Rien qu'en 2025, la société a accompagné à hauteur de plus de 4 milliards de francs CFA comme contribution au Fonds minier de développement local. Boubacar Bablé-Touré pour plus de précisions. Dans le cadre du respect des engagements de la responsabilité sociale des entreprises, la société minière B2Gold FECOLA, dans le cercle de Kenyeba, s'est inscrite dans une dynamique de promotion du contenu local et du Made in Mali. De 2016 à 2025, elle a contribué à hauteur de plus de 7 milliards de francs CFA dans l'accompagnement et la promotion des initiatives des communautés locales. Des informations données à la faveur d'une journée dédiée à la responsabilité sociale des entreprises initiée par la société B2Gold Mali. En 2025, malgré un contexte national difficile, la mine de FECOLA a affiché une production de plus de 530 000 onces. À la même année, plus de 46% de nos dépenses globales annuelles ont été effectuées auprès des fournisseurs locaux maliens. Comme pour dire que B2Gold a déjà pris le train du contenu local et du Made in Mali. Nous avons été heureux de contribuer à hauteur de 4,1 milliards de francs CFA, soit 1 milliard par trimestre, comme contribution au Fonds minier de développement local. Ce montant s'ajoute au montant investi directement dans des projets de développement communautaire à travers le département RSE. Une dynamique qui est le fruit des réformes opérées par le Mali dans le secteur minier et la bonne collaboration entre les sociétés minières et le gouvernement conformément à la vision 2063.
Je voudrais donc, au nom du ministre des Mines, saluer cette dynamique, saluer cette journée de réflexion et espérer qu'au sortir de cette journée, nous allons à notre niveau recevoir des propositions, recevoir des solutions, recevoir des recommandations qui vont nous permettre de peaufiner en fait toutes les réformes que nous sommes en train de mener. Aujourd'hui, on veut vraiment accompagner nos sociétés minières. On veut les accompagner et 2-3 éléments nous permettent vraiment de dire que le Mali rentre de plein pied dans cette logique-là. Le premier, c'est la concrétisation aujourd'hui d'une volonté qui a été affichée par tous d'avoir un secteur minier porté au sommet. Vous avez le commissariat aux activités minières qui a été créé, qui est aujourd'hui pleinement opérationnel, qui est logé auprès du chef de l'État. Vous avez la brigade des mines, la brigade spéciale des mines qui a été créée, qui est aussi logée auprès du chef de l'État. Et il y a le contenu local qui est aussi logé auprès du chef de l'État. À travers cette journée marquée par les témoignages des communautés impactées, B2Gold veut prouver qu'au-delà de l'exploitation minière, son approche se veut un partenariat gagnant-gagnant fondé sur le partage et la bonne collaboration avec les communautés locales. À présent, direction Rimini, c'est en Italie. Le Mali a participé avec succès au Salon international McFruit, tenu du 21 au 23 avril dernier. L'édition 2026 a mis l'accent sur les technologies vertes, les biostimulants et les pratiques respectueuses de l'environnement. Cette 5e participation de notre pays à ce rendez-vous de référence de la filière des fruits et légumes a été une vitrine pour les exposants maliens de promouvoir le savoir-faire agricole des entreprises de l'AES. On en sait plus de la participation malienne et nigérienne au Salon McFruit en Italie avec Mohamed Namakita. Le principal salon international italien dédié au secteur des fruits et légumes, McFruit 2026, a tenu toutes ses promesses du 21 au 23 avril à Rimini en Italie. Le Mali, représenté par une délégation de 25 dynamiques entreprises à ce carrefour mondial pour les professionnels de la production, du commerce, des technologies et de l'innovation, a marqué les esprits à travers les qualités des produits exposés et les discours des exposants dans les 10 stands dédiés au Mali. Sous la coordination du cabinet Yiriwa International avec d'autres pays africains, les délégations maliennes ont également pris part aux rencontres B2B, aux échanges commerciaux et sessions de networking leur permettant de nouer des contacts avec des partenaires internationaux. Le Niger, l'autre pays de l'AES, également représenté à ce 43e salon McFruit avec 10 entreprises, a tout aussi bien vendu l'image du pays, voire de l'Afrique. Toutes ces interactions au salon McFruit 2026 en Italie ont bien abouti à des manifestations d'intérêt, notamment des promesses d'achat et de ventes ouvrant des perspectives de collaboration et d'accès à d'autres marchés. Au 43e salon McFruit en Italie, le Mali, tout comme le Niger, ont confirmé leur potentiel des entreprises de l'AES à s'insérer dans les chaînes de valeur internationales et de renforcer la visibilité de leurs produits sur le marché européen. Et ici à Bamako, Focus Santé s'intéresse à la carie dentaire chez les tout-petits. De plus en plus d'enfants de moins de 5 ans sont atteints de carie dentaire due généralement à la consommation abusive des aliments sucrés comme les bonbons. Comment protéger efficacement les dents des tout-petits? Des éléments de réponse dans Focus Santé avec Koumba Sissé. Le fils de Amadou Diallo n'a que 3 ans. Le petit souffre depuis longtemps d'une carie dentaire qui a été l'objet de leur présence au Centre national de dentostomatologie, professeur Amadi Traoré. Au dire de son papa, ces derniers moments, la carie l'a beaucoup affecté. Mon fils ne dort pas la nuit. Il ne mange pas aussi. À cause des douleurs, il ne fait que pleurer. Sa bouche est enflée. Après consultation, le docteur m'a dit que sa carie est beaucoup avancée et qu'elle n'a pas été prise en charge à temps. Généralement, la maladie débute par une tache blanche au niveau des dents. Et puis il y a une localisation très fréquente, ça c'est les incisives au niveau des dents antérieures, les incisives supérieures surtout. Et cette tache, si ce n'est pas pris en charge, donc va finir par être une cavitation au niveau de la dent. Et ainsi de suite, la maladie va progresser
et ça finira par généralement détruire toute la couronne dentaire. Cette infection bucco-dentaire chez les tout-petits ne doit pas être négligée. L'une des principales causes est le manque d'hygiène. On voit des enfants qui ne se brossent pas, ou bien des enfants qui font du brossage mais qui n'est pas adapté. Parce qu'il y a un moment de brossage, il y a une fréquence de brossage, et puis il y a la technique de brossage. En plus, nous avons l'exposition prolongée au sucre. Il y a aussi l'alimentation inadaptée, à savoir l'allaitement nocturne par exemple, ou l'allaitement à volonté. Donc l'introduction du sucre le soir dans la cavité buccale donc, contribue très fortement à cette situation. La prise en charge est souvent faite sous anesthésie locale et dans les cas compliqués, l'anesthésie est générale. Si le diagnostic est fait de façon précoce, cela permet aussi de faciliter la prise en charge. Et la prise en charge, il y a même parfois des hospitalisations qui sont consécutives à cette maladie. Ça peut être compliqué par des abcès dentaires, ça peut être compliqué par la cellulite de la face, ça peut être compliqué aussi par des sinusites d'origine dentaire. Pour éviter la carie dentaire et ses complications chez les tout-petits, le brossage doit commencer depuis l'apparition des premières dents. Dès que l'enfant a 1 an, les parents doivent l'amener chez le dentiste pour une consultation. Ils bénéficieront ainsi des conseils et des orientations sur l'entretien bucco-dentaire et l'alimentation de leur enfant pour épargner ce dernier de tout risque d'infection bucco-dentaire. Merci Koumba Sissé, et c'était l'essentiel de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Soutien inconditionnel à nos femmes. Que Dieu bénisse le Mali et protège les Maliens. Bonsoir.